Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous ouvrons un livre. C'est un podcast qui se propose de présenter un ouvrage fort utile à l'étudiant en sciences politiques. Et ce livre ne parle pas de politique comme on l'entend souvent, pas de polémique du jour, pas de commentaires électoraux, pas de petites phrases médiatiques. Le livre dont il est question s'intitule Principes de politique et son auteur est Jean-Marie Vernier. Il est disponible aux éditions Aura Decima. Ici, il ne s'agit donc pas de politique politicienne, mais de science politique. Cette distinction est capitale. Dans le langage courant, la politique évoque les partis, les rivalités, les stratégies de pouvoir, parfois même les intrigues. Or, l'ouvrage présenté par Jean-Marie Vernier veut revenir plus haut, plus profondément, vers ce qui fonde la vie d'une cité. Il s'inscrit dans l'école d'Aristote et de saint Thomas d'Aquin, c'est-à-dire dans une tradition qui cherche à comprendre ce qu'est une communauté humaine, ce qu'elle poursuit et comment elle peut être ordonnée au bien. Le titre Principe de politique annonce déjà la méthode. Un principe, ce n'est pas seulement une idée générale. C'est un point de départ, mais aussi ce qui commande tout le reste. Comme dans une architecture, les principes sont les fondations. Si elles sont solides, la construction peut tenir. Si elles sont confuses, tout l'édifice devient instable. La politique, dans cette perspective, n'est pas d'abord un ensemble d'opinions, elle est un savoir pratique, un savoir qui doit éclairer l'action. Jean-Marie Vernier propose donc une enquête rationnelle sur la cité, son organisation, le bien commun, ses pouvoirs, ses citoyens, sa constitution et son éducation. Le lecteur est invité à mettre entre parenthèses ses réflexes, ses habitudes et ses intérêts privés. Autrement dit, avant de juger, il faut comprendre. Avant de discuter des solutions, il faut examiner les causes. Avant de s'indigner devant les crises modernes, il faut savoir ce qu'est une bonne politique. C'est ce qui rend l'ouvrage Principe de politique si précieux pour l'étudiant, mais aussi pour tout homme soucieux de son pays. Car une société ne se gouverne pas seulement par des procédures, des slogans ou des émotions collectives. Elle suppose une vision de l'homme. Elle suppose une réponse à cette question: pourquoi vivons-nous ensemble? Est-ce seulement pour éviter la violence, pour protéger nos intérêts, pour additionner des libertés individuelles? Ou bien est-ce pour atteindre ensemble un bien que personne ne peut atteindre seul, un bien supérieur? Voilà le fil de notre épisode. Nous allons suivre les étapes suivantes pour un décortiquage rapide. La nature politique de l'homme, le bien commun, la figure du prince, la citoyenneté, la constitution, les régimes, la loi, puis les relations entre les États. Et surtout, nous allons voir pourquoi un manuel de politique peut devenir presque malgré lui un livre sur l'ordre, la finalité et la grandeur de la vocation humaine. L'homme est donc un animal politique et il se réfère directement, ontologiquement, à la question du bien commun. Le premier grand principe est simple à énoncer, mais immense dans ses conséquences. L'homme est par nature un être politique. Cela ne signifie pas qu'il aime nécessairement les débats, les élections ou les institutions. Cela veut dire que sa nature même l'oriente vers la vie commune. Pourquoi? Parce qu'il est rationnel et doué de langage. Il peut dire le juste et l'injuste, délibérer, transmettre, recevoir, promettre, enseigner, remercier, pardonner. Le langage révèle que l'homme n'est pas fait pour vivre enfermé dans sa seule survie individuelle. La communauté politique naît donc d'un élan profond que le simple besoin matériel. Bien sûr, les hommes s'unissent pour se protéger, pour travailler, pour échanger ou se nourrir. Mais la cité ne se réduit pas à un mécanisme de sécurité. Elle a pour horizon le bien vivre. Cette expression est décisive. Vivre, les animaux le font aussi. Bien vivre, c'est chercher une vie humaine accomplie, ordonnée et juste, et capable de vertu. À partir de là, Vernier confronte la perspective aristotélico-thomiste aux théories modernes du contrat social. Dans beaucoup de pensées modernes, la société apparaît comme le résultat d'un accord entre des individus d'abord séparés. Hobbes, Locke, Rousseau ou Hegel sont présentés comme des théoriciens majeurs. Le livre ne les ignore pas, il les examine, il les met en face des principes classiques et il montre où les divergences deviennent profondes. La question est la suivante: la cité est-elle naturelle ou bien artificielle? Est-elle la conséquence d'une nature humaine faite pour la parole, la raison et le bien commun? Ou bien est-elle qu'un arrangement, un pacte, une construction artificielle destinée à protéger des intérêts particuliers? Derrière ce débat, on trouve deux visions de l'homme. Dans la première, l'homme devient pleinement lui-même dans une communauté ordonnée. Dans la seconde, il risque d'être pensé comme un individu d'abord isolé qui accepte la société parce qu'elle lui est utile. C'est ici qu'apparaît le thème central du bien commun. Le bien commun n'est pas présenté comme la somme des avantages privés. Il n'est pas seulement un compromis entre désirs concurrents. Il est le bien humain intégral, ce qui permet à la communauté et aux personnes de se perfectionner ensemble. Par conséquent, une politique qui perd le sens du bien commun se condamne à gérer des intérêts, mais non à conduire une société. La politique, loin d'être seulement une technique de gouvernement, devient une science qui touche à l'ordre de l'univers. Saint Thomas d'Aquin parlait de la science politique comme d'un achèvement de la philosophie pratique.
En reliant la cité au bien commun ultime de la création, Jean-Marie Vernier rappelle que l'organisation humaine ne flotte pas dans le vide. Elle doit être accordée à une finalité. Elle doit regarder plus loin que l'efficacité immédiate. Si le bien commun est si central, une autre question surgit aussitôt. Mais qui donc doit en prendre soin et avec quelle vertu? C'est là que Vernier va nous présenter ce qu'est le prince, le citoyen et l'ordre de la cité. Un livre de politique classique ne pouvait pas éviter la figure du prince, du chef d'État. Mais attention, il ne s'agit pas ici de célébrer le pouvoir pour lui-même. Dans la perspective présentée, le prince n'est pas celui qui impose sa volonté comme un propriétaire imposerait ses décisions. Il est celui qui centralise, ordonne et produit les conditions permettant à la cité de poursuivre le bien commun. Vernier aborde le sujet d'un prince vertueux et chrétien. Cette expression peut surprendre aux oreilles modernes, habituées à séparer la morale personnelle, la religion et l'exercice public du pouvoir. Pourtant, dans le cadre classique, le gouvernement n'est pas seulement affaire de compétences administratives. Il engage la prudence, la justice, la capacité de discerner les moyens adaptés à une fin droite. Un mauvais gouvernant n'est pas seulement inefficace, il désoriente la communauté. Le contraste avec nos sociétés modernes est volontairement fort. Là où la société traditionnelle saine serait ordonnée au vrai bien vivre, la société moderne tendrait à multiplier les procédures sans toujours savoir vers quelle fin elles marchent. Le prince éclairé, dans le modèle thomiste évoqué par Vernier, représente la stabilité, la prudence et l'efficacité au service d'un bien supérieur aux intérêts immédiats. Après ces vues d'ensemble, l'ouvrage entre dans la composition concrète de la cité. Deux notions deviennent alors essentielles, la citoyenneté et la constitution. La citoyenneté n'est pas seulement le fait de posséder des droits administratifs ou de participer ponctuellement à une décision. Elle exprime l'appartenance à un corps politique. Le citoyen n'est pas un individu isolé qui exerce un métier pour lui-même, puis réclame de l'État une protection extérieure. Il doit faire corps avec la cité. Cette idée est très éloignée de l'individualisme contemporain. Dans la cité bien ordonnée, chacun contribue par son activité au bien vivre. Les métiers, les fonctions, les responsabilités ne sont pas de simples moyens d'enrichissement privé. Ils participent à une œuvre collective. La hiérarchie sociale, dans cette perspective, n'est pas nécessairement une injustice. Elle peut être une organisation des services rendus au bien commun, à condition d'être ordonnée par la justice et la prudence. La Constitution, de son côté, n'est pas seulement un texte juridique posé au sommet d'un système. Elle exprime la forme de la cité, son organisation, la manière dont les pouvoirs sont distribués et exercés. C'est pourquoi Vernier peut aborder les régimes politiques de façon didactique. Il ne s'agit pas de préférer un mot à un autre, monarchie, aristocratie, démocratie ou régime mixte, mais de demander quel régime permet réellement de poursuivre le bien commun, quel régime favorise la vertu, quel régime résiste le mieux aux passions collectives, aux intérêts privés, à l'instabilité et à la chute dans la tyrannie. La totalité de l'ouvrage ne se contente pas d'énoncer des principes abstraits. Il propose des documents de référence, des tableaux récapitulatifs, une bibliographie générale et thématique. Cette pédagogie est importante, elle montre que la science politique n'est pas une posture. Elle demande de l'étude, de l'ordre, de la mémoire, une progression logique. On ne devient pas capable de juger sainement la cité en répétant des slogans. Il faut apprendre à penser. À ce stade, une tension apparaît. Que deviennent ces principes lorsqu'ils rencontrent les grandes catégories modernes comme la démocratie, l'état de droit ou la séparation des pouvoirs? C'est là que Vernier aborde la modernité politique, la conception contemporaine et moderne de la loi, de la paix, et il propose également un certain appel à l'action. La dernière grande étape de notre parcours ouvre les discussions avec la politique moderne. Vernier examine la démocratie, l'état de droit, la constitutionnalité et la séparation des pouvoirs. Ces thèmes sont familiers, ils structurent une grande partie de notre imaginaire politique contemporain. Mais le livre les aborde à partir d'une question plus fondamentale. Ces institutions sont-elles des fins en elles-mêmes ou bien des moyens au service d'un ordre juste ? C'est là que l'étude de la loi devient indispensable. La loi n'est pas seulement un règlement produit par une autorité compétente. Dans la tradition classique, elle doit d'abord être ordonnée à la raison et au bien commun. Une loi peut être légalement adoptée et pourtant poser un problème si elle ne conduit pas la communauté vers sa fin véritable. Cette distinction permet de comprendre pourquoi la politique ne peut jamais se réduire à la mécanique institutionnelle. La forme compte, mais la finalité compte davantage encore. L'ouvrage aborde aussi les relations entre les États, et donc la notion de paix et de guerre. L'actualité diplomatique mondiale rend ce rappel particulièrement nécessaire. La paix n'est pas seulement l'absence provisoire de conflits, elle suppose un ordre juste. Quant à la guerre, elle ne peut être comprise sérieusement qu'à partir d'une réflexion sur la justice, l'autorité, sur la protection du bien commun et la limite morale de l'action politique. Enfin, le livre se termine par l'exposé des moyens d'application des principes.
C'est un point décisif. La politique est un savoir pratique. Elle ne doit pas rester enfermée dans les bibliothèques, les cours ou les débats intellectuels. Elle demande à être produite en action. Mais cette action ne peut être juste que si elle passe par l'exercice des vertus. Autrement dit, il ne suffit pas d'avoir des idées vraies, il faut former des hommes capables de les incarner. C'est peut-être la leçon la plus forte de ce parcours. Une société ne se réforme pas seulement par des textes, des programmes ou des institutions. Elle se réforme par des intelligences ordonnées et des volontés droites. Elle a besoin de citoyens capables de juger, de gouvernants capables de prudence, de communautés capables de transmettre et d'une vision du bien qui dépasse l'immédiat. Pourquoi lire Principes de politique de Jean-Marie Vernier aujourd'hui ? Parce que cet ouvrage offre une vision globale, là où notre époque fragmente tout. Elle remet les débats à leur place, avant les sujets secondaires. Il y a les principes qui les causent, avant les polémiques, il y a la nature de l'homme. Avant les procédures, il y a le bien commun. Avant l'État, il y a la cité. Avant l'action, il y a la vérité à connaître. Ce livre apparaît donc comme un outil de formation. Pour l'étudiant, il structure la pensée. Pour l'homme honnête, il donne des repères afin de porter un avis juste. Pour le citoyen, il offre une manière de sortir des débats stériles et de retrouver les questions décisives. Qu'est-ce qu'une communauté humaine ? Qu'est-ce qu'un pouvoir juste ? Qu'est-ce qu'une loi ? Qu'est-ce qu'un vrai bien commun ? La politique est un savoir pratique dont l'application permet à l'homme la réalisation de la potentialité de sa nature. On comprend alors l'urgence d'une étude sérieuse. Si la politique touche à la vocation humaine, elle mérite mieux que l'improvisation, l'idéologie ou la colère. Merci d'avoir écouté cet épisode consacré à Principes de politique de Jean-Marie Vernier. Pour aller plus loin, le plus simple reste encore d'ouvrir le livre, de suivre ses principes et de reprendre patiemment cette grande question: comment ordonner la cité au bien commun ?